C'est l'un des acteurs préférés des Français. Il vient d'obtenir le Molière du meilleur acteur de théâtre privé, de faire son entrée dans le dictionnaire Robert, mais surtout dans Grand Froid qui sort mercredi en salle. Il interprète un croque-mort mélancolique aux côtés d'Olivier Gourmet et Arthur Dupont. Bonjour Jean-Pierre Bacry. Bonjour. Dans ce film de Gérard Potonnier, vous êtes croque-mort. C'est exact. En chômage technique. Oui. Et vous avez connu le chômage technique déjà ? Ah bah j'ai connu bien sûr le chômage technique. L'acteur qui n'a pas connu le chômage technique, il faudrait qu'on le présente. Donc croque-mort au chômage technique dans une ville du nord de l'Europe, un peu fantomatique. On ne sait pas où on est, on pourrait être au Canada, on pourrait être en Europe du Nord. Donc c'est très poétique, y compris les décors, parce que je ne pensais pas que la boutique d'un croque-mort, d'un employé des pompes funèbres pouvait être aussi gaie et fleurie. Aussi gai et fleuri, ça c'est votre point de vue. Enfin, je veux dire, elle est fleurie parce qu'on on fleurit les morts, mais dans ce cas-là, les cimetières sont gais. Bon, enfin, pourquoi pas d'ailleurs, je suis pas contre. Alors, dans le film, vous êtes employé par Olivier Gourmet, qui est le patron, il s'appelle Zvek, et il vous annonce que vous êtes au chômage technique. Vous qui êtes croque-mort et qui tous les jours recevez une vieille dame qui vient vous voir, un peu comme son coiffeur, son dentiste, enfin, elle vous dit que ça va pas, et tous les trois... Vous n'attendez pas qu'elle meure, mais enfin, ça vous rappelle qu'il n'y a pas de business. Et elle est en pleine forme, et je lui dis d'ailleurs, vous nous enterrerez tous, ce qui est une drôlerie du film. Et oui, et puis on attend que... Souvent, elle traverse la rue, et on est là, comme ça, à s'emmerder à la vitrine, et à regarder si elle ne va pas se faire écraser par un camion. Oui, il y a une scène où il y a un poids lourd qui passe, et vous vous dites, est-ce qu'elle va tomber ? C'est atroce. C'est votre premier croque-mort ? C'est mon premier croque-mort, oui. On a fêté ça avec des copains. Non, oui, c'est mon premier croque-mort. Oui. Il y a une réplique presque culte dans le film au début, puisque l'idée c'est que l'histoire tourne autour d'un enterrement, du convoyage d'un cercueil vers un cimetière. Oui. Ce voyage va devenir un road movie. Il ne faut pas dire. Il faut rien dire. Parce qu'il y a du rebondissement. En veux-tu, en voilà. Il y a du rebondissement, il y a du glissement, il y a du dérapage, mais il y a une réplique au début du film. C'est vous qui la dites, attention, un corbillard, ça ne fait jamais demi-tour. Et là, on bascule dans la philosophie. Voilà. Et puis dans l'absurde aussi, il y a des choses, il y a des situations très surréalistes, mais le scénariste est très très doué parce que tout en étant absurde et surréaliste, ça reste extrêmement proche des gens et très humain. J'aime beaucoup ce film. Vous êtes posé des questions sur la mort en tournant ça, ou vous êtes totalement étranger au questionnement? Non, pas du tout. Je vous dirais même que j'ai pas attendu ce film-là pour me poser des questions sur la mort. Quand on arrive à un certain âge, on sait bien que statistiquement, on commence à être dans la bonne tranche. Donc on finit par se figurer les choses et par y penser. D'ailleurs, c'est un peu le truc du film. C'est des questions que vous vous posez, vous, au quotidien. Vous m'avez dit, avant qu'on commence l'interview, vous m'avez dit, j'ai envie d'être libre, je fais un peu le ménage, quoi. Tout ce qui m'ennuie, qui m'embête. C'est lié justement à ce sentiment de finitude? Non, en réalité, non, parce que j'ai toujours été comme ça. Je fuis d'ailleurs, j'ai été acteur. Enfin, j'ai fait ce métier principalement au début parce que ça me permettait de se lever tard. Parce que comme j'ai travaillé dans une banque pendant 1 an et demi, je m'étais promis de plus jamais faire ça, de me lever à 7h du mat et de mettre un costard et une cravate. C'est pas un jeu, ça, d'acteur, de dire j'étais un cancre, non. Je voulais me lever tard, non, j'étais pas un cancre. J'étais pas un cancre, j'adorais le français, j'adorais j'ai fait mon lycée normalement. Vous vouliez c'est pas une question de cancre, c'est une question de contrainte. Vous vouliez devenir prof de français? Oui, je voulais devenir prof de français. J'adorais. Il y a un prof de français, un jeune prof de français en seconde, première, terminale qui m'a épaté, je voulais être lui. Qu'est-ce qui vous a laissé? Pourquoi il vous a épaté, ce prof? Parce qu'il était jeune, passionné, et qu'il nous faisait aimer la littérature, les auteurs. Et voilà, un type charismatique, il vous emmène, quoi. Voilà, et il nous a emmenés. Quand vous voyez entrer dans le dictionnaire, le Robert, là, cette année, vous vous dites quoi en lisant votre notice? Je me dis rien, je me dis... franchement, c'est flatteur pendant une petite seconde, mais il y a tellement de gens dans le dictionnaire... C'est un peu comme la Légion d'honneur, c'est pas si grave. Vous êtes entré en même temps qu'Emmanuel Macron. C'est vrai? Bah oui, parce qu'il est président de la République. Bah oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est très bien. Je sais pas quoi dire à ces choses-là, en fait. Et quand vous recevez le Molière du meilleur acteur de théâtre privé, là, c'est autre chose quand même. C'est autre chose. C'est toujours la vanité qui est en cause, mais en tout cas, ça la flatte et elle me laisse, après, elle s'endort... obèse et congestionnée, et elle me laisse tranquille. La vanité ou l'orgueil, Jean-Pierre Bacry? La vanité, l'orgueil, c'est une autre histoire. Alors pourquoi c'est une autre histoire, l'orgueil? Parce que l'orgueil, c'est l'estime qu'on a de soi, alors que la vanité, c'est juste le plaisir d'être flatté. Ça n'a rien à voir. La vanité, c'est une espèce de petit vice sans intérêt, si on regarde bien, je veux dire. Alors que l'orgueil, c'est toute l'estime qu'on a de soi. Ça touche plus à l'amour propre.
Jean-Pierre Bacri, cet hiver au théâtre, 2 pièces de vous et Agnès Jaoui ont été reprises, Cuisine et dépendance et un air de famille. 20 ans après leur création, qu'est-ce qui fait que ça dure et qu'elles sont toujours actuelles ? Parce qu'avec Agnès, on essaie d'écrire des choses universelles qui touchent à l'être humain et à la façon de concevoir les rapports avec un autre. Et je pense que depuis le début des temps, les gens essaient de s'entendre, mais certains essaient de profiter d'un pouvoir. Voilà, et donc on est passionné par les rapports de pouvoir. C'est comme dans les quartiers, c'est-à-dire si vous privilégiez des gens et puis que vous mettez d'autres dans des cages à lapins, se sentant moins aimés, ils sont d'autant plus frustrés. Et étant frustrés, ils ont du ressentiment. Et ayant du ressentiment, ils se comportent mal. Parce qu'ils veulent le faire payer, et je les comprends, tout à fait. Donc il faut aimer les gens. Donc il faut aimer les gens, et puis se rappeler le premier article de la Déclaration des droits de l'homme qui est « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ça vous inspire, ça ? Il suffirait simplement d'appliquer ce premier article, je dirais à Macron, et les choses iraient merveilleusement bien. C'est ça que j'adore chez les auteurs, que ce soit Molière ou Hugo, c'est leur passion de vouloir faire entrer dans la tête des gens voilà, des choses fondamentales, quoi, justement sur les rapports humains. Vous parlez de Macron, vous parlez de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On peut parler politique, vous avez plutôt une sensibilité de gauche. Qu'est-ce que vous pensez de l'actualité de la semaine écoulée, là, l'effondrement du Parti socialiste, des gens qui démissionnent parce qu'il y a la transparence et la moralisation de la vie politique, le triomphe d'Emmanuel Macron. Comment vous regardez ça, vous qui venez de citer Molière ? Je regarde ça d'abord avec plaisir, parce que j'ai toujours plaisir à voir les choses changer et bouger. Je suis anti Finkielkrautien ou Zemmourien, c'est-à-dire que je ne trouve pas du tout que c'était mieux avant, je trouve que c'est mieux maintenant. En général, c'est les vieux qui disent ça. C'est les gens se sentant vieillir qui disent que c'était mieux avant, parce que ce qu'ils sous-entendent, c'est « c'était mieux avant quand j'étais jeune ». Et donc, ils sont simplement amers. Quant à moi, non, je trouve que la société comme elle est, elle me plaît, et elle me plaira comme elle sera. Et je trouve que Macron, c'est une sorte de progrès, d'ailleurs. On s'est foutu de sa gueule à tort parce qu'il dit en même temps, et en même temps. Et tout le monde a fait sa petite blague sur en même temps. Mais la vie, c'est en même temps. Tu voudrais que je te traite bien, tu trouves que je te parle mal, mais en même temps, j'ai eu une journée difficile. Je veux dire, la vie entière est en même temps. Je veux dire, les choses ne sont jamais simples. Elles sont compliquées, les choses. Si on pouvait apprendre aux gens ça, ils voteraient un peu moins Front National. C'est compliqué, la vie. Le progrès, c'est dur. C'est fait de compromis. Un couple, par exemple. Un couple, c'est comme une petite société ou dans une famille. On vit avec des compromis. C'est un effort, le couple. Il y a une dernière question, Jean-Pierre Bacri, que je voulais vous poser, qui revient au film Grand Froid, dans lequel votre personnage se demande ce qu'on pourrait dire de lui, de gentil, de sympa plus tard. Alors, on a parlé de vanité, d'orgueil, etc. Ça fait beaucoup de peine, ça. Vous avez trouvé ou pas ? Non, je sais ce que j'aimerais qu'on dise de moi, mais je ne sais pas ce qu'on dira de moi. Voilà. Il aimait les Alexandrins ? Ça, c'est certain. J'adore les Alexandrins. Vous en auriez un là en tête qui nous mettrait à la fois dans l'ambiance du théâtre et peut-être de l'époque ? Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison. Donc vous n'avez pas honte, et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez pas d'autres intérêts que d'emplir votre poche et vous enfuir après. Jean-Pierre Bacri, qui cite Victor Hugo, Ruy Blas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Bacri, merci à vous. Grand Froid de Gérard Potonier sort mercredi en salle avec vous et Olivier Gourmet et Arthur Dupont et quelques autres excellents acteurs. Merci à vous.